Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et l'immobilier consacrée aux perturbations du marché foncier et donc de son équilibre. Dans la leçon précédente, nous avons déjà bien perturbé ce marché à travers des déplacements de l'offre ou de la demande. En réalité, les deux changent continuellement et donc il faut les perturber ensemble. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Ce tableau récapitule les résultats des expériences que nous avons faites dans la leçon précédente. Nous avons vu que lorsque la demande augmente et rien d'autre ne change, eh bien on a une augmentation du prix d'équilibre et une augmentation de la quantité de terrain échangé, des mètres carrés échangés. À l'inverse, lorsque la demande diminue, parce qu'un facteur externe a conduit à ce que les acheteurs souhaitent acheter moins de terrain pour le même prix, eh bien la conséquence, c'est que le prix d'équilibre baisse et la quantité échangée aussi. Lorsque c'est du côté de l'offre qu'il y a une perturbation, par exemple un facteur qui fait augmenter la quantité de terrain que les propriétaires fonciers souhaitent vendre au même prix, la conséquence, c'est une baisse du prix d'équilibre et une augmentation de la quantité échangée. A l'inverse, lorsque l'offre diminue, eh bien, on voit une augmentation du prix et une diminution de la quantité échangée. Donc ça veut dire que si j'observe d'une année à l'autre qu'il y a eu une certaine modification du prix et une certaine modification de la quantité, je devrais pouvoir en déduire s'il y a eu un choc du côté de la demande ou un choc du côté de l'offre et dans quelle direction ce choc a eu lieu. Quels sont finalement les déterminants de l'offre et la demande qui peuvent provoquer ces déplacements, ces perturbations? Du côté de la demande, on les a un peu vus déjà. On avait parlé du rendement des placements alternatifs. Quand les rendements des placements alternatifs diminuent, eh bien, il devient plus intéressant d'acheter des terrains. C'est un facteur qui va augmenter la demande de terrain. Un autre facteur qui augmente la demande de terrain, c'est l'augmentation des revenus anticipés ou des rentes foncières, ou encore la diminution des prix de construction, ou finalement une anticipation de prix fonciers futurs plus élevés. C'est un peu le côté spéculatif de l'achat de terrain. Du côté de l'offre, eh bien, il y a aussi la comparaison avec des placements alternatifs, puisqu'un propriétaire foncier qui vend son terrain va devoir replacer son argent ailleurs. Si les placements alternatifs offrent des rendements plus élevés, eh bien, il est peut-être disposé davantage à vendre son terrain. Si son terrain lui rapporte moins, il va aussi plus volontiers le vendre. S'il anticipe une diminution des prix fonciers futurs, eh bien, il se dépêchera peut-être de le vendre maintenant. Donc voilà des facteurs qui font qu'un propriétaire foncier va peut-être moins thésauriser, plus rapidement être disposé à vendre son terrain sans même que le prix du terrain lui-même n'ait changé. Donc ce sont véritablement des déplacements vers la droite de la courbe d'offre. D'autres facteurs qui peuvent déplacer vers la droite la courbe d'offre de terrain, eh bien, c'est simplement que davantage de terrains sont classés en zone à bâtir, deviennent constructibles, donc s'ajoutent, si on veut, à l'offre, ou bien aussi l'augmentation des droits à bâtir, puisque ça revient, nous l'avons vu, à compter plus de mètres carrés équivalents lorsque la densité autorisée est plus élevée. Alors en comparant ces deux côtés, les déterminants de la demande et de l'offre, eh bien vous noterez qu'il y a un certain nombre de déterminants qui sont communs, que ce soit le taux d'intérêt du placement alternatif, que ce soit la rente foncière du terrain, que ce soit les prix fonciers futurs. Ça signifie que lorsque un de ces paramètres va changer, eh bien il va affecter à la fois la demande et l'offre. Supposons par exemple que le taux de rendement des placements alternatifs diminue ou que les rentes foncières augmentent. Ce sont des modifications qui rendent plus intéressante l'achat d'un terrain, donc la demande va augmenter, elle va passer de D1 à D2, et en même temps, les propriétaires sont moins intéressés à vendre, donc leur offre va diminuer de O1 à O2. La conséquence, c'est que l'équilibre initial, qui était ici, l'équilibre entre la demande initiale et l'offre initiale, eh bien cet équilibre n'en est plus un. On a une augmentation de la demande, on a une demande qui est beaucoup plus élevée, donc on a un déplacement vers la droite, si vous voulez, de la quantité demandée, un déplacement, une diminution très forte de la quantité proposée à la vente, on a un très grand déséquilibre sous forme d'un excédent de demande. Lorsqu'il y a excédent de demande, ça conduit à une augmentation du prix qui va, d'une part, réencourager une partie des propriétaires fonciers à mettre leur terrain en vente et qui va aussi décourager une partie des acheteurs potentiels, les décourager d'acheter du terrain. Donc la conséquence d'avoir à la fois une augmentation de la demande et une diminution de l'offre, c'est d'une part une très forte augmentation du prix, ça on le voit très bien sur le schéma. Par contre, ce qui se passe au niveau de la quantité, c'est un petit peu indéterminé. Donc on ne peut pas dire de façon générale si la quantité échangée va être plus faible ou plus forte qu'avant la perturbation. Ça dépend réellement de savoir si le choc du côté de la demande était plus fort que le choc du côté de l'offre. Ici, dans cet exemple, le choc de la demande est un petit peu plus fort que le choc de l'offre,
et donc on a une quantité échangée légèrement plus élevée qu'au niveau d'équilibre initial, mais ça aurait très bien pu se terminer de l'autre côté avec une quantité échangée plus faible. Alors il arrive bien sûr aussi exactement l'inverse, c'est-à-dire que la demande baisse et que l'offre augmente simultanément. Dans ce cas, on a finalement le schéma inverse, c'est-à-dire que le déplacement se fait de D2 à D1, le déplacement se fait de O2 à O1, et donc du point vert au point rouge, nouvel équilibre. Et donc on peut lire ceci à l'inverse. On aura, si on a une diminution de la demande, en même temps une augmentation de l'offre, on a exactement le résultat opposé, à savoir forte baisse du prix, et puis l'impact sur la quantité qui reste indéterminé. Ce schéma représente une situation où à la fois la demande et l'offre augmentent. Par exemple, d'un côté, les coûts de construction ont baissé, ce qui favorise une augmentation de la demande, puisque davantage de projets de promotion immobilière deviennent intéressants. Et puis peut-être que les droits à bâtir ont augmenté en même temps. Donc on peut mettre plus de terrain à disposition, ce qui conduit à un déplacement de l'offre. Alors, avec le déplacement de la demande et l'augmentation de l'offre simultanément, les choses se passent relativement bien. Vous voyez qu'à cette demande additionnelle pour le prix d'équilibre répond une augmentation des terrains mis en vente qui est presque la même. Elle ne va pas être exactement la même, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une augmentation de la quantité échangée, et ensuite, selon si le déplacement de l'offre était plus fort ou plus faible que les déplacements de la demande, on va avoir un impact sur les prix à la baisse ou à la hausse. C'est indéterminé, ça dépend de nouveau de l'importance d'un choc d'un côté du marché par rapport au choc de l'autre côté du marché. Donc ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que lorsque la demande et l'offre augmentent simultanément, eh bien on va avoir une forte augmentation de la quantité échangée. Par contre, l'impact sur le prix, lui, il est indéterminé. Et de nouveau, on peut lire le schéma aussi dans l'autre sens. On peut imaginer que les facteurs que je viens de mentionner évoluent dans l'autre direction, l'augmentation des coûts de construction, la diminution des droits à bâtir, des terrains qui sont déclassés, qui retournent en zone agricole, par exemple. Donc on aurait une diminution de la demande et une diminution de l'offre. Et la conséquence de ça, ça va être clairement une diminution de la quantité échangée. Il suffit de lire le schéma dans l'autre sens. On va du point vert au point rouge. Et puis cet effet indéterminé sur le prix du terrain. Donc nous retrouvons ici le tableau que nous avons vu précédemment avec les effets d'un déplacement de l'offre ou de la demande effet sur le prix d'équilibre ou sur la quantité d'équilibre. Et bien de la même manière, lorsque nous avons un déplacement simultané de l'offre et de la demande dans la même direction, par exemple lorsque les deux augmentent, alors nous avons un effet très clair d'augmentation de la quantité échangée et de diminution de la quantité échangée lorsque les deux diminuent, avec un effet indéterminé sur le prix. Par contre, lorsque, par exemple, la demande augmente et que l'offre diminue, eh bien nous avons un effet clair sur le prix d'équilibre qui va augmenter plus que s'il y avait juste une augmentation de la demande toute seule, et un effet indéterminé sur la quantité échangée, qui dépend de l'importance du déplacement, d'importance relative du déplacement de l'offre et de la demande. Par contre, si la demande baisse et que l'offre augmente, à ce moment-là, on a un impact très clair sur le prix d'équilibre qui va diminuer et un impact indéterminé sur la quantité échangée, un impact qui devrait rester relativement faible. Cette représentation du marché foncier que nous avons développée dans ces dernières leçons, elle devrait nous aider à comprendre non seulement la formation des prix, mais aussi leur évolution dans le temps. Alors, nous allons voir si c'est possible. Vous voyez ici les données de transaction sur des terrains à bâtir dans le canton de Zurich, des données que nous connaissons bien maintenant. L'évolution du prix est représentée par cette courbe orange, une très forte augmentation entre 1974, début de la mesure, et 1990, suivie d'une baisse relativement faible, et puis ces dernières années, une reprise, une nouvelle augmentation. Et ce que j'ai représenté aussi sur ce graphique, avec un axe temporel, ce sont les surfaces échangées en hectares, donc au total, qui ont ces surfaces fortement fluctuées, mais avec une tendance générale à la baisse. Ce schéma représente exactement les mêmes données que le précédent. Simplement, j'ai croisé prix et quantité. Donc chaque point ou chaque petit diamant correspond à un équilibre du marché pour une année particulière, équilibre fait d'une paire prix-quantité, de 1974 jusqu'en 2014. Alors ce que nous voyons sur ce schéma, c'est d'abord qu'entre 1974 et cette période, 1983 à peu près, nous avons
essentiellement des variations de la quantité échangée d'une année à l'autre, sans qu'il y ait vraiment de variation du prix. Ça veut dire, ça correspond à des déplacements simultanés et dans le même sens de l'offre et de la demande. Par exemple, si je représente l'offre et la demande ainsi, en 1979, eh bien en 1983 ou en 1975, eh bien on avait peut-être une offre ici et une demande comme ça. Donc on a, si vous voulez, déplacement de la demande vers la gauche, une diminution de la demande, et puis en même temps aussi une diminution de l'offre. Ensuite, entre la période 1983 et 1991, donc entre, si vous voulez, ce point ou celui-ci et celui-ci, nous voyons une diminution assez marquée de la quantité de terrain échangé, accompagnée d'une relativement forte augmentation des prix. Ceci peut s'expliquer par un déplacement de l'offre principalement. Donc si je suppose par exemple que vers 1983-84, l'offre était ici, la demande était là par exemple, eh bien ce qui s'est passé en 1991, c'est qu'on avait une offre beaucoup plus faible, et puis une demande qui peut-être avait aussi un peu baissé, par exemple ici, mais manifestement pas autant que l'offre. Donc c'est surtout cette très forte diminution de l'offre qui est décisive, beaucoup plus que la diminution de la demande. Et c'est ça qui a provoqué cette augmentation très forte des prix et en même temps diminution des quantités échangées. Maintenant, si je compare 1991 avec 2005, eh bien, j'ai de nouveau un déplacement assez plat, comme dans la première période, donc, mais avec une légère baisse des prix. Donc ça veut dire déplacement similaire de l'offre et de la demande, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais probablement une augmentation plus forte de l'offre que de la demande. Et puis finalement, dernière période, de 2005 à 2014, on revient en arrière. Donc on a, je peux dessiner en fait exactement les mêmes courbes qu'avant. Voilà. On a à la fois une diminution de l'offre et de la demande. Et comme on a une légère augmentation du prix, ça veut dire que l'offre a diminué un petit peu plus que la demande. Dans cette leçon, nous avons vu les effets pour l'équilibre, donc le prix auquel se font les transactions et la quantité de terrain échangé, les effets sur cet équilibre de variation simultanée de l'offre et de la demande. Nous avons aussi vu que si nous observons l'évolution des prix et des quantités ensemble, eh bien, nous pouvons déduire si ces déplacements de prix et de quantité ont plutôt été causés par des facteurs à observer du côté de la demande, ou plutôt des facteurs qui ont provoqué un déplacement de l'offre, ou les deux ensemble, ou les deux en opposition. Cette leçon termine ce module du cours. Dans la première leçon du module suivant, nous allons évaluer les qualités normatives de l'équilibre du marché. Merci d'avoir suivi cette leçon et ce module, et rendez-vous dans le prochain.